Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 28e épisode de Kiss My Ace, épisode un peu spécial sur Rafael Nadal qui a pris sa retraite il y a 10 jours maintenant à l'heure où on enregistre le 10 octobre dernier. Une nouvelle qui a fait trembler toute la planète tennis et dont on avait déjà un peu parlé dans le dernier épisode de Kiss My Ace, mais là on va vraiment faire une émission pardon, spécialement consacrée à lui et sur les plus grands moments qu'on a vécu de sa carrière et les plus grands moments personnels qu'on a avec lui. Bien sûr, pour parler de ça, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Fernando. Comment ça va, Fernando? Bonjour Auguste. Écoute, ému par le départ de Rafa, mais ça va très bien. Ok, très bien. Alors, avant qu'on entre vraiment dans le détail de ces du coup quatre matchs, parce que on a choisi chacun deux moments très très personnels, on va juste revenir sur la carrière de Nadal en chiffres très vite et que vous connaissez sûrement. Donc Nadal, son long palmarès, c'est bien sûr 92 titres avec à l'intérieur 22 grands chelems, dont 14 Roland-Garros, 2 Open d'Australie, 2 Wimbledon et donc 4 US Open, avec en plus de ça 36 Master 1000, une médaille d'or au JO 2008 pardon, à Pékin, 209 semaines numéro un mondial, plus de 910 semaines dans le top 10 consécutivement. Bien sûr, la stat qui fait vraiment toute sa légende, c'est 91% de victoires sont abattues en carrière. Un chiffre vraiment hors du commun et un record dans le tennis et même dans le sport en général qui sera très dur à aller chercher. Du coup, juste pour revenir sur le début de sa carrière, donc on parle d'un joueur qui joue son premier match pro en 2002 chez lui à Majorque, où il reçoit une wildcard, mais c'est le seul match qu'il joue chez les grands, où il fera sa vraie première année l'année suivante en 2003, où il finit l'année 46e mondial, et 2004, c'est la première année où on voit vraiment qui il est et qui il sera plus tard, notamment avec cette Coupe Davis qu'il remporte avec l'Espagne, où il bat des noms déjà très solide sur le circuit, comme Stepanek, Arnaud Clément et surtout Andy Roddick, numéro 2 mondial à cette époque-là. Et en 2004, il gagne aussi son premier titre à Sopot dans l'équivalent d'un 250 d'aujourd'hui. Et c'est aussi sa première victoire contre son grand rival Roger Federer qui le bat à Miami 3-3. Victoire assez convaincante. Et après, on connaît tous en 2005 où il gagne son premier grand chelem à Roland-Garros, où il va partir ensuite pour une longue et belle carrière, où on va revenir sur ça. Justement, Fernando, je vais te lancer tout de suite. Quel est ton premier grand moment que tu as vécu avec Nadal sur le circuit? Déjà, enfin, souvenir que tu as évoqué, ce sera pas celui que j'ai choisi, mais la première image, comme ça qui me revient très forte, évidemment, c'est la Coupe Davis, dans le sens où on voyait un joueur assez extraordinaire, dont on parle d'Irovic, et en même temps, moi, j'avais déjà cette impression qu'on a eu par la suite, y compris avec des informations scientifiques, c'est-à-dire, je me suis dit, c'est un joueur qui va faire une très courte carrière. Son jeu, il va pas lui permettre d'aller trop loin. Et, euh, et donc, c'est pour ça que le premier souvenir que j'ai choisi, c'est quand en 2008, évidemment, c'est connu comme le match du siècle, donc c'est pas une surprise. Mais cette finale contre Roger Federer à Wimbledon, troisième finale qu'il joue. La première finale, elle est très nette pour Federer. La deuxième est beaucoup plus serrée. Et la troisième, bon, c'est là qu'on voit un match, on se souvient, c'est le match qui finit pratiquement la nuit tombant. C'est un match, c'est drôle parce que Rafael Nadal dit, c'est un match qui aurait pu être sans histoire parce que le, les deux premiers sets, il s'impose étonnamment de façon assez claire. Je pense que même Federer était un peu surpris de voir que Nadal, qui était déjà le roi de la terre battue,
Mais si on oublie qu'il avait eu déjà une demi-finale junior à Wimbledon, on pouvait croire que c'était encore un de ces joueurs espagnols, très fort sur terre, mais ailleurs, bon, difficile de battre Federer, qui était à l'époque très clairement le plus grand joueur du monde. Federer se réveille au troisième set, et là on a le 2-7 incroyable fini au tie-break. Les deux matchs les deux balles des matchs des Nadal au quatrième set avec le passing de Federer qui est légendaire. Et après le cinquième set qui se prolonge, interruption pour la pluie. Et finalement, pourquoi j'apprécie ce moment? Parce que on a appris après coup que Nadal a joué tout le match avec le pied endormi, euh, sédatif, quoi. Tellement il avait déjà mal au pied. Il a mis des années à l'avouer. Il avait peur que le match dure tellement longtemps qu'il n'ait plus les effets des médicaments, quoi, qu'il commence à souffrir vraiment du pied. Et surtout parce que j'apprécie beaucoup la toute fin du match, parce qu'il gagne avec son service en fait. Il décide de faire un service côté coup droit des Federer quand ils ont une égalité. C'est qu'il faisait jamais parce qu'il n'a pas un grand service et donc plutôt il vise en effet slicer vers le revers. Et là, il surprend Federer. Je pense que Federer il est trop déstabilisé cette fin de match. Donc ça prouve combien pour moi Nadal a pu surmonter des problèmes physiques, des limitations de son jeu, parce que pour moi, s'il avait eu un excellent service, il aurait été tout simplement le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Et, euh, et aussi surmonter Federer tout court. C'est quand même le match qui implique un changement de bascule. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il commence un peu à dominer le circuit. Oui, bah là, c'est un match, comment dire, charnière dans la carrière de Nadal parce que bah il bat enfin son plus grand rival à ce moment-là sur sa surface, chose que ensuite dans les années Roger n'arrivera jamais à faire parce que Roger n'a jamais battu Nadal à Roland-Garros. Et donc oui, Nadal pourra toujours se vanter de ça, même si on connaît toute son humilité devant les caméras. Euh, donc oui, lui aura battu Roger à Wimbledon dans un match de légende en 5-7 et qui en plus à ce moment-là, il y avait encore les deux jeux d'écart. Donc ça va jusqu'à 9-7 dans ce cinquième set-là. Et oui, enfin, on est encore sur deux jeunes joueurs qui s'apprêtent à rentrer euh, dans dans leur prime, qui donnent un match exceptionnel et qui par la suite, comme tu l'as dit, sera appelé le meilleur match du siècle. Et même si on a eu d'autres excellents matchs dans les dans les saisons qui ont suivi, il fait encore partie de la discussion, même si maintenant il y a quand même plusieurs concurrents à ce titre-là, dont au moins un dont on va parler plus tard. Mais oui, enfin, cette finale en 2008 elle restera gravée à tout jamais. Et il me semble qu'elle est disponible maintenant sur YouTube gratuitement, si je me trompe pas, où il y a forcément au moins les highlights. Ouais, sur la chaîne YouTube de Wimbledon, il y a le match en entier une vidéo de 6h15. Il me semble pas que la finale ait duré aussi longtemps, mais il y a aussi toute la cérémonie au début et à la fin, ça explique ce temps long. Donc voilà, si vous voulez vivre ou normalement revivre cette finale de légende, c'est tout à fait possible gratuitement sur YouTube. Je passais avec mon premier match. On reste avec la même affiche, on reste la même année, mais on revient quelques mois plus tôt, justement à Roland-Garros, où Rafael Nadal inflige sûrement la plus grosse défaite de la carrière de Federer, en lui infligeant un,
une défaite en 3-7 secs, donc 6-3, 6-0, 6-1 euh, euh, dans cette finale. Euh, et qu'est-ce que j'adore de cette finale, c'est pas le match en soi, parce que c'est un match à sens unique, bien sûr, mais alors bien sûr, en tant que fan de tennis, j'aime bien les matchs comme celui dont on vient de parler, en 5-7, très long, avec des points fous et des longues batailles épiques. Mais quand il y a deux grandes stars ou deux grands joueurs, du moins, en finale d'un grand chelem, quand il y a une branlée comme ça, j'aime bien aussi parce que ça montre vraiment que même s'il y a un énorme joueur en face, ça change rien à la mentalité du vainqueur. Et ça montre vraiment que peu importe qui y a en face, je vais te battre. J'ai mon esprit de compétition, et t'es chez moi ici, et peu importe qui est en face, je t'accepte pas. Et que tu sois Roger ou un Kidam, bah, tu prends le même tarif que les six autres avant. Et donc, voilà, quatre jeux pour Roger dans une finale de Grand Chelem. C'est la seule fois où il s'est passé un truc pareil. Et donc, voilà, moi, c'est toujours un match qui me tient très, très à cœur en tant que fan de tennis, de Rafa aussi, bien sûr. Euh, et en plus, enfin, très personnellement, c'est aussi rallié à mes premières années où je découvre ce sport et où je suis vraiment ce sport le plus assidûment possible. Et cette finale m'a vraiment marqué. Donc voilà pour mon premier moment. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Fernando, là-dessus? Non, juste que on a évoqué deux matchs très différents, Nadal-Federer. Euh, je trouve que, indépendamment de l'issue de chaque match et de l'impression que ça nous crée par comment c'est serré ou comment c'est pas serré ou combien c'est pas serré, euh, je garde un souvenir incroyable de tous ces matchs par la confrontation des styles en fait. Euh, Moi, je crois que c'est ça que, enfin, je ne veux pas rentrer en discussion de GOAT ou tout ça, mais dans l'effet la beauté de la confrontation des deux styles de tennis, sur terre comme sur herbe, il y avait quelque chose de vraiment presque esthétiquement incroyable à les voir tous les deux. C'était assez émouvant. Ouais, bah bien sûr. Et puis moi, ce qui me marque aussi, c'est la stupeur de de voir Roger se prendre une tôle comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui marque et qui était très inhabituel, surtout en Grand Chelem, où il dominait maintenant depuis 7 ans, où il y avait rarement une contre-perf. Et, et même s'il perdait parfois contre les joueurs du top 5 top 10, c'était à chaque fois serré, ou à minimum c'était du 6-4, enfin dans les sets c'était entre 6-3, 7-5, mais c'était jamais une tôle comme ça. Enfin là, ils font quand même 6-1, 6-3, 6-0. Enfin, se prendre une bulle en finale de Grand Chelem quand tu t'appelles Roger Federer, c'est quelque chose. Enfin, ça te marque. Et de toute façon, il le dira ensuite, hein, euh, quelques mois, quelques années plus tard, que cette lourde défaite leur a marqué et affecté pour les matchs suivants. Et que pour la finale de Wimbledon 2008, cette lourde défaite, ça lui a trotté dans la tête aussi, et que le reste de son année 2008 sera quand même un poil plus dur, parce que bah, il y a ces deux défaites contre Nadal dans deux des quatre tournois les plus importants de l'année, et c'est un peu traumatisant. Bon, ça n'empêche pas Roger d'avoir eu une immense carrière derrière, et d'ailleurs, dès l'année suivante, aller gagner son premier, son seul Roland Garros, il s'en est remis. Mais
sur le moment, ça a été quelque chose de très dur à accepter pour lui. Les, Euh, les gens qui connaissent le tennis savent la difficulté d'enchaîner historiquement Roland-Garros ou Wimbledon. Imaginez enchaîner Roland-Garros et Wimbledon en battant deux fois Federer. ah bah oui, c'est un grand exploit. De toute façon, on l'a vu cette année avec Alcaraz, qui lui aussi a fait doubler Roland Wimbledon. Mais alors, même si à Wimbledon il bat Djokovic, on sait très bien que c'est pas un grand Novak, même s'il faut pas minimiser l'exploit qu'a fait Carlos. Mais on n'est pas sur le Djoko Prime d'il y a même encore l'année dernière ou il y a 2 3 4 5 ans. Et en finale de Roland, il bat Zverev, qui n'est pas très connu pour son grand mental dans les grands moments. Et même avec ça, ça reste un exploit phénoménal d'avoir fait ça à son jeune âge. Et, et pour revenir sur Nadal, avoir fait ça au tout début de sa carrière en battant deux fois celui qui a longtemps été considéré comme le plus grand, enfin qui au moins à ce moment-là est considéré comme le plus grand joueur sur le circuit et voire de l'histoire, même si à ce moment-là il n'a pas encore 14 grands chelems, c'est quelque chose. Et puis Roger reste à ce moment-là et même encore maintenant l'icône du tennis. Et donc le battre deux fois et dans vraiment une raclée et un match ultra long dans une longue bataille, c'est deux exploits vraiment ultra forts de la part de Rafa. Fernando, du coup, je te laisse aller sur ton deuxième moment de la carrière de Rafa. Eh bien, bon, puisqu'on a parlé de la rivalité avec Federer, il faut évidemment parler de celle avec Djokovic, qui est aussi impressionnante. Et pour moi, le match qui m'a le plus impressionné parmi tous ceux qui ont joué, mais c'est très difficile, mais je garde un souvenir très fort de la demi-finale de Roland Garros 2013. Le score, pour le souvenir, c'est 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7 encore, hein, comme à Wimbledon avec Roger. Je donne. Victoire de Nadal. Alors pourquoi j'ai choisi ce match? C'est parce que c'est un peu le contraire. C'est parce que je pense que c'est le moment où on sent que Djokovic est en train de prendre la main sur le circuit, sur toutes les surfaces d'ailleurs. Il vient de battre Nadal, bon, finale, je crois, de Monte Carlo, où Nadal a un palmarès presque semblable à celui de Roland Garros. Et donc, en demi-finale, c'est vraiment le match où, enfin, Djokovic pourra battre Nadal à Roland Garros. Et pourquoi j'aime ce match? C'est parce que, effectivement, je trouve que Nadal se sent un petit peu vraiment mis en danger. Et dans les deux derniers sets, le quatrième finit en tie-break et, euh, et le dernier, c'est donc un 9-7. Il va pour moi à un de ces sommets de quelque chose que j'aime beaucoup de lui, qui est sa capacité à créer des choses, quoi, à créer des coups qui semblent impossibles. C'est pas les plus stats, c'est pas, encore une fois, je parle pas du GOAT, c'est sans doute pas le plus grand joueur de tous les soirs, mais c'est peut-être celui qui a des façons parfois euh, insolites, construit des coups hallucinants. Et là, notamment, je me souviens d'une balle de break que Djokovic a, où Nadal fait un coup droit qui est presque un lob, tellement lifté, mais ça prend un angle très ouvert qui finit sur l'extrémité du court de Djokovic qui était monté à la volée. Et je pense que c'est ce genre de coup aussi qui fait que Nadal a pu à ce moment-là rentrer dans la tête de Djokovic. On se souvient évidemment de ce smash, enfin cette volée que Djokovic ne rate pas, mais il touche le filet ce qui était une crise avec Pascal Maria, l'arbitre du match. Et voilà, donc le match m'avait impressionné pour ça, pour la façon où la capacité de se battre et de tenter des choses totalement impossibles, totalement pas académiques, de Nadal a pu surmonter et au niveau du jeu et au niveau du mental quelqu'un comme Djokovic à l'époque. Ah ouais, bah on est clairement sur le match le plus dur de la carrière
de Rafa à Roland-Garros, parce que c'est un des trois seuls où il doit aller en 5-7. Et les deux autres étant contre Isner au premier tour et Félix Auger-Aliassime en huitième sur ces deux matchs, même si ça va en 5-7, on sent jamais vraiment Rafa en danger ou en difficulté. Enfin, on est persuadé qu'à la fin, même si ça aura été dur, il va s'en sortir. Alors que là, contre Djoko, il y a le doute. Comme tu l'as bien dit, Djoko vient de le battre à Monte-Carlo où il restait sur 8 titres de suite. À ce moment-là, on arrive vraiment à une période où oui, où il rentre, enfin, il commence à rentrer dans la cour avec les Murray, Federer, Rafa, où il sort d'une année 2011 de foot, peut-être, enfin, une des plus grandes saisons de l'histoire du jeu. Euh, et en 2013, il commence à marcher sur les plates-bandes de Rafa sur terre battue. Et c'est le seul match de la carrière de Rafa où on a eu un doute, même si Nadal reste toujours devant au score, enfin en fait, parce qu'il prend le 1 et le 3. Mais on a ce doute et Djoko de toute manière sera à jamais le joueur qui aura le plus causé de problèmes à Nadal à Roland Garros parce qu'il le bat deux fois, il le pousse une fois dans ses retranchements en 2013. Et même si Nadal a déjà battu Djoko là-bas et certaines fois avec la manière, notamment en finale de 2020 où malgré le toit, le match commence, ça fait 6-0, 6-2. On se dit d'accord. Euh, Djoko restera le plus grand rival de Rafa avec 60 matchs joué entre les deux sur leur carrière. Et Djoko a toujours réussi à mettre en danger Nadal sur toutes les surfaces, notamment aussi, enfin, notamment, plutôt aussi sur sa battue, aussi à Roland-Garros, et cette demi-finale le prouve, euh, où Djoko à ce moment-là, n'était pas passé loin de l'exploit qu'il réalisera euh, 3 ans plus tard, il me semble. C'est en 2016 hein, que Djoko bat Rafa, il me semble. C'est 2015, Je crois bien, ouais. c'est Je 2015 crois ou bien. 2016, à chaque fois, je confonds les deux années. Euh, je vais aller quand même Je pense que c'est vérifier. 2016, hein. Je crois que c'est 2016. Je vais aller vérifier ça. Mais je suis quasiment sûr que c'est 2016. Oui, Eh bien, oui. non. Eh bien, non. C'était 2015. Ah J'ai bah non. j'ai bien fait d'aller vérifier. C'est Ah ben 2015. oui, c'est l'année Wawrinka. Oui, c'est en 2015, c'est Wawrinka Bien qui bat sûr. Djoko en finale. Ça, j'en étais sûr, mais à chaque fois j'oublie. Donc en 2016, ben voilà, pardon. En 2015, Djoko bat Nadal. 2016, Nadal a fait forfait au troisième tour. Et après, revient prendre 17, 18, revient prendre 4 titres de suite. Et en 2021, Djoko rebat Nadal en demi-finale dans une demi avec un troisième set légendaire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais, je vais aller sur mon deuxième choix également, qui n'est nul autre d'une autre finale de Grand Chelem, beaucoup plus récente, qui date d'il y a 2 ans, à l'Open d'Australie 2022 contre Medvedev, où on est peut-être sur l'un des matchs les plus incompréhensibles encore maintenant de l'histoire. Enfin, on se demande encore maintenant comment Medvedev n'a pas gagné ce titre-là. Euh, Parce que on rappelle que, que Medvedev menait 2-7-0, mais 6-2, 7-6. Et il y a ce fameux screen où dans le troisième set, donc Medvedev mène 3-2, service de Rafa, et il y a 0-40. Il y a 3 balles de break pour Medvedev. Et au final, c'est Rafa qui l'emporte derrière 6-4, 6-4, 7-5, dans un match de 5h24 précisément. Et ce match-là est hors du temps parce que, bon, au premier set, il y a vraiment pas match. Daniil met 6-2, il y a rien à dire. Alors que dans le deuxième set,
On sent Rafa quand même qui se met en route et qui revient bien et qui titille et qui fait le jeu et qui embête vraiment Medvedev qui est comme d'hab 3 mètres derrière sa ligne. Mais au final, c'est quand même Medvedev qui prend au tie-break. Et une fois qu'on arrive à 3-2, 0-40, là, Nadal se métamorphose en Phoenix. Et ce qui est fou, c'est que plus le match avance, plus on a l'impression que Nadal est en forme, limite se rajeunit, alors que Medvedev commence à accueillir le coup physique, alors que Medvedev est quand même beaucoup plus jeune que Rafa. Et, euh, et quand Nadal gagne, enfin, je me rappellerai toujours de la célébration, de son grand sourire, et surtout euh, enfin, d'une autre forme de stupeur, pas comme en 2008 à Roland Garros, mais là plus c'est inimaginable, j'ai réussi à le dire, c'est improbable et surtout, à cet instant T, c'est le premier joueur à avoir le 21e Grand Chelem, parce qu'à ce moment-là, Federer, Nadal, Djoko sont tous à 20, sont tous à 20 Grand Chelem, et Nadal, alors que Federer et Djoko ont des occasions avant, mais ont raté, Nadal devient le premier joueur à 21 Grand Chelem, et à ce moment-là, est limite en tête pour cette fameuse course du GOAT, enfin, ou en tout cas, mène la course dans cette lutte pour les grands chelems, même si après, du coup, va passer devant et avec la manière. Mais ouais, cette finale reste hors du temps. C'est encore maintenant, c'est improbable. Et puis surtout, elle aura une conséquence majeure, enfin phénoménale, c'est-à-dire que cette défaite, Medvedev va mettre une grosse année à s'en remettre. Enfin, dès la conférence de presse derrière, il lâche cette déclat mythique où il dit que l'enfant, lui, est mort, que s'il y a un tournoi à jouer chez lui à Moscou pendant une semaine de Grand Chelem, bah, il ira jouer en Russie plutôt que le Grand Chelem. Enfin, on le sent, il est abattu. Et pendant un an, il est dans une mauvaise spirale. Il a les yeux dans le vide. Il a plusieurs grosses défaites sur le reste de la saison 2022 qui sont un peu incompréhensibles. Il me semble d'ailleurs je crois que c'est à Indian Wells où il perd contre mon fils. On le reverra vraiment que en février 2023 où il enchaînera une grande série où il prend, je crois, Doha, Dubaï, je crois qu'il prend même Rotterdam, Doha, Dubaï, enfin, et un des deux aux États-Unis, je crois que c'est Miami. Euh, et donc, enfin, voilà, enfin, ça a eu, enfin, cette défaite avec des conséquences terribles pour un des joueurs de la next gen, enfin, qui était encore next gen à ce moment-là, et à qui un membre du Big Three aura encore détruit une carrière pendant moins un an. Voilà. Donc, je sais que c'est un match qui t'a aussi marqué, Fernando, et je te laisse rajouter si t'as envie. Oui, juste deux petits détails, c'est que c'est le seul souvenir qu'on a choisi, Auguste, toi et moi, qui n'est pas lié à Federer ni à Djokovic. Mais il faut pas oublier qu'à ce moment-là, Daniil Medvedev avait déjà été numéro mondial, que certes, à cet Open d'Australie-là, il n'y avait pas Djokovic, pour des raisons Covid, etc., on se souvient. Mais Medvedev, à ce moment-là, il est sans doute le plus grand joueur du monde sur surface dure. Il avait battu, on se souvient aussi, Djokovic quelques mois avant aux États-Unis. Donc c'était quand même un adversaire très difficile à surmonter avec un score comme celui que tu as évoqué. Et juste ajouter un petit détail, c'est que il faut pas oublier que quand il arrive à, à renverser la chose, et dans la cinquième set, il passe 5-4 avec son service pour gagner, Nadal. Et après tout ce combat, il se fait breaker. Et Medvedev revient à 5 partout. Et Nadal a déclaré dans la conférence après-match, il a avoué, il dit, quand c'est arrivé, la première chose que je me suis dit, c'est je vais perdre. C'est fini, je vais perdre. Et le fait qu'il a
il arrive même à surmonter ça à ces moments-là. C'est pour ça que, oui, que ce match me semble inoubliable aussi par son côté inattendu et cet exploit physique et mental. Bien sûr, enfin, c'est en Grand Chelem, en tout cas, c'est le dernier énorme match, un énorme coup de poker, coup de phoenix que fait Rafa. Alors, bien sûr, un peu plus tard dans cette saison, il va prendre Roland pour la 14e fois. Mais c'est un Roland, alors même s'il joue sous infiltration et avec une jambe, c'est un Roland comme on a vu des dizaines avant où il maîtrise tout de A à Z. Enfin, il est jamais vraiment en gros danger. Et cette finale contre Rude qu'on sait gagner d'avance, enfin, dès l'image dans le couloir où Nadal prend toute la place et Rude est en boule dans un petit coin, on sait que le match est déjà couru d'avance. Euh, donc cette finale contre Medvedev à Melbourne, c'est le dernier grand coup d'éclat, on va dire, dans un match très important. Même si à Wimbledon 2022, il battra Fritz aussi en 5-7 avec une hanche un peu bancale, où Fritz a pas su prendre le dessus malgré un Nadal blessé, mais ça ne vaut pas une finale de Grand Chelem contre le ou l'un, en tout cas, enfin, ou l'un des trois meilleurs joueurs sur dur à ce moment-là. Surtout que Medvedev n'était pas sa première finale là-bas. Donc c'était loin d'être un cadeau, même si c'était pas Djoko en face, c'était loin d'être un cadeau. Et le fait que Rafa ait réussi à retourner toute la situation, je trouve que c'est un résumé parfait de son caractère. Et vraiment, c'est la représentation du joueur qu'il était. Donc voilà pour nos quatre grands moments. Bien sûr, dans sa carrière, on a eu plein d'autres. On aurait pu citer, ou on va citer peut-être en mention honorable, peut-être le match contre Djoko à Madrid 2009, la, la finale à Melbourne en 2017 contre Roger, ou même s'il perd, revoir Nadal et Federer en finale de Grand Chelem à ce moment-là, après un an et demi de rien et de blessure, c'était complètement fou. On peut parler de d'autres grandes batailles contre Murray, contre Djoko, contre Federer, bien sûr, ou même de sa médaille d'or au JO qui était très importante pour lui en 2008 aussi. Euh, donc voilà, enfin, est-ce que tu as d'autres matchs à les citer comme ça, Fernando, ou pas? Non, non, non. Enfin, on a déjà évoqué la finale de la Davis en 2003. Il y a la demi-finale Wimbledon 2018, la finale Australie 2012. Enfin, euh, je sais pas, il y a beaucoup de matchs. Mais euh, si tu veux, malgré tout, et comme conclusion, est-ce que je garde des victoires des Nadal, enfin ce sentiment où tu savais qu'il pouvait finir par renverser le match, pas et gagner. Et par exemple, l'exemple d'Australie, c'est ce côté d'être celui qui, à un moment donné, il fait ce qu'il faut pour gagner et il s'arrache pour le faire. C'est là, je pense que même si c'est très différent, hein, mais en tant qu'athlète, celui à qui il me fait le plus penser, c'est à Jordan. Ce côté killer, vraiment, oui, qui fait tout jusqu'à la fin pour gagner. Y compris jusqu'à se battre le plus possible et rentrer dans la tête de l'adversaire. Bien sûr. En autre match, bien sûr, on peut citer ce match contre Djoko à l'Open d'Australie 2012 où les deux finissent sur les genoux à la fin et à la cérémonie. Ou ce match contre Medvedev, encore une fois, en 2010, enfin, au Masters de 2019 où il est mené 5-1, 40-0, je crois, et il va quand même aller gagner le match. Donc voilà, bien sûr, des grands matchs de Rafa du Nez plein. On vous laisse mettre vos matchs préférés en commentaire, bien sûr. D'ici là, nous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler un peu de Vienne et de Bâle. Salut tout le monde.